Merci à vous tous, de vous être connectés, autant, nombreuses et nombreux, pour ce webinaire du réseau national, France Path. Donc je vais me présenter rapidement. Donc je suis, Zoé Nicole, je travaille à Chambre d'agriculture France et je suis, chargée d'études en alimentation de proximité et agriculture urbaine et dans le cadre de mes missions, donc je participe, activement à l'animation, du réseau, France Path. Donc j'ai l'honneur, d'ouvrir, ce matin, la série des webinaires, France Path. Donc ces webinaires, ils sont issus, des expériences qui avaient été, identifiées, lors de la préparation, des événements annuels du réseau France Path, dont notamment le deuxième carrefour des PAT qui devait se tenir, en juillet à Tours, mais qui a dû être annulé, pour cause de réserve électorale. Donc une petite, introduction avant de laisser la parole, aux intervenants. Donc, ce webinaire, va traiter du concept de démocratie alimentaire. Donc c'est un concept qui a été élaboré dès les années, 90, par le chercheur anglo-saxon, Tim Lang, qui l'a, défini, comme l'ensemble des initiatives citoyennes œuvrant à la durabilité des, systèmes alimentaires. Donc en 2022, le Conseil national de l'alimentation, a reconnu que les acteurs de la chaîne alimentaire ainsi que les citoyens, jouent un rôle, dans l'évolution de l'environnement alimentaire. Il invite, du coup les politiques publiques à inscrire, le droit à l'alimentation dans le droit français et européen et à assurer, les conditions de mise en œuvre d'une démocratie alimentaire pour garantir à chacun un accès à une alimentation saine, sûre, digne et durable. Donc les initiatives de démocratie alimentaire, elles sont présentes dans différentes villes du monde. On peut citer le Canada, Brésil, notamment par exemple au, Brésil où, ils ont un modèle en matière de sécurité alimentaire qui sont, conçus avec la participation, des citoyens, incluant, par exemple, le développement de marchés de producteurs, de restaurants, populaires et des programmes de nutrition scolaire. Donc au Canada, ils mettent en place, des comités, d'élaboration des politiques alimentaires qui incluent des citoyens de divers, horizons sociaux et professionnels, qui participent activement à la création des politiques alimentaires locales. Donc en France, les initiatives de démocratie alimentaire, elles peuvent se traduire à travers, les CRALIM, qui sont des comités, régionaux pour l'alimentation et aussi elles peuvent se traduire, à travers, les PAT, donc les projets alimentaires territoriaux, où, certains d'entre eux vont chercher à créer des conditions favorables à l'émergence, d'initiatives citoyennes, pour renforcer, les capacités d'agir des habitants, sur les questions alimentaires, notamment en termes de gouvernance. Donc les formes que peut prendre la démocratie alimentaire, sont variables, selon, le territoire et elles vont poursuivre des objectifs divers, selon le contexte territorial. Donc actuellement, il y a beaucoup de projets qui sont en cours, d'expérimentation. Donc l'objectif, de ce webinaire, sera de questionner, comment et pourquoi intégrer, l'ensemble des acteurs du système alimentaire et quels apports sur les territoires, quelles conclusions et recommandations. Donc, pour ce faire, nous aurons dans un premier temps, une présentation de Markéta Subkova, qui est directrice de territoire de démocratie alimentaire, qui travaille depuis de nombreuses années, sur les questions de démocratie, alimentaire. Donc son intervention, portera sur, la présentation du guide méthodologique pour co-construire un PAT pour des territoires de démocratie alimentaire. Ensuite, nous aurons une présentation de Laura Pandel, qui est designer et membre de l'association, Akitaz, qui nous présentera son retour d'expérience sur, l'initiative du groupe local Alimentation et Justice sociale qui a été initiée dans la vallée de la Drôme. Ensuite, nous aurons un retour, d'expérience de Lilian Vargas, qui est chef du service agriculture, forêt, biodiversité, montagne, chez Grenoble Alpes Métropole, qui nous présentera son retour d'expérience de la participation du PAIT au programme européen, Food Trail. Et enfin, on aura un retour d'expérience de Clara, Chanzy, qui est chargée de mission, animation et planification, écologique au pays du Castelroussin, Val de Loing, qui nous partagera, son expérience, sur l'animation du conseil local de l'alimentation de proximité. Donc on a un programme, assez, chargé. Donc je vais, laisser, dès à présent la parole à Markéta, Subkova. Très bien. Merci beaucoup Zoé. Merci pour cette introduction. Bonjour à toutes et à tous. On a en effet un programme chargé, donc je vais sans attendre partager mon écran. Oui, Zoé, est-ce que tu peux me donner la possibilité de partager?
Alors je vais vérifier, sinon je pense que je vais partager, de mon côté parce que OK, je je peux pense que faire ça va ça être plus aussi. simple. D'accord, OK. Markéta, on t'entend pas très bien? Ah, est-ce que là, c'est mieux? Non, Moi on je l'entends bien. c'est juste bas. Est-ce que c'est mieux là, si je parle plus fort? Oui? Bon, toujours bas, mais on tend l'oreille. OK, OK. Je vais essayer de faire le maximum. Tout est ouvert, en tout cas, de mon côté. Normalement on voit mon écran. Super. Je peux le mettre en très, très grand. OK. Bien, je me lance. Donc je vais parler, plus fort pour que vous puissiez m'entendre. Donc je me représente, Markéta Supkova, je suis directrice de TDA, cabinet de conseil, sur les questions de démocratie alimentaire. Ça fait en effet, plus de 15 ans que nous travaillons auprès des territoires sur des projets alimentaires territoriaux, sur les systèmes alimentaires territorialisés et les enjeux de gouvernance notamment. Et depuis quelques années, on peut passer à la slide suivante, sur des enjeux de la démocratie alimentaire. Alors la démocratie alimentaire, on va beaucoup en parler tout au long de cette présentation-là. Beaucoup de choses se cachent derrière, les enjeux de conseils locaux de l'alimentation, de tiers-lieux nourriciers, d'outils pour faire vivre tout cela et on va pouvoir, l'aborder ensemble. Nous pouvons passer la slide. Alors, avant de se lancer sur la question de la démocratie alimentaire, je vous propose un zoom un peu sur le système alimentaire qui est derrière de tout ça, un petit rappel. Donc, on peut passer. Parce que nous nourrir, c'est l'enjeu évidemment qui se cache derrière, la notion de système alimentaire et ce qui est intéressant, c'est de se rappeler que c'est bien plus qu'une histoire de calories et c'est bien plus que l'enjeu de manger en quantité suffisante. Le fait de nous nourrir est naturellement un besoin vital, notre corps a besoin de ces calories pour fonctionner, mais c'est aussi un plaisir des 5 sens qui s'éveillent du moment où on ingère de la nourriture et le premier, c'est juste de calmer la faim, tout simplement. Mais le fait de se nourrir, c'est aussi un acte culturel, c'est aussi un vecteur de convivialité, de socialisation, notamment en France, je dirais, où c'est vraiment une sorte de totem national. Mais le fait de se nourrir est aussi un droit humain et là, vous avez, une petite définition de la FAO, du Comité des droits économiques, sociaux et culturels, sur cette notion de l'accès à l'alimentation durable en tant que droit humain. Nous pouvons passer à la slide suivante sur laquelle on va voir que là encore, c'est bien plus complexe que cela n'a l'air, que l'accès à l'alimentation durable est un enjeu, est un sujet multidimensionnel, que fondamentalement c'est un enjeu d'organisation sociale et sociétale et c'est bien cela qui va nous préoccuper tout au long, en tout cas de ce webinaire et de ce partage d'expériences terrain, que nous pouvons avoir chez TDA. Donc on peut voir que la question de se nourrir est un enjeu à la fois, de l'accès économique, évidemment budgétaire, mais aussi d'un accès, à une offre alimentaire correspondant à mon univers culturel, social. C'est aussi un enjeu de l'information disponible sur l'offre notamment et c'est aussi des enjeux un peu plus, moins évidents peut-être de prime abord qui sont, notamment l'accès psychosocial, c'est-à-dire mes savoirs, mes, capacités à cuisiner et à transformer les produits alimentaires. Et on va voir que cette notion de capacité, en tout cas pour nous, chez TDA, elle est vraiment fondamentale et elle traverse l'ensemble de ces démarches, de PAT vues à travers le prisme de la démocratie alimentaire. Alors, on peut passer, donc pour se dire que le système alimentaire est fondamentalement à la fois un ensemble de maillons, un ensemble d'activités humaines qui vont de la production à la transformation, distribution, consommation, élimination des déchets et tout cela dans une chaîne, mais c'est aussi un écosystème d'acteurs. Et là encore,
chose importante à appuyer, nous sommes tous et toutes des parties prenantes de ce système alimentaire. Nous pouvons passer. Alors, il y a un certain nombre de défis, qui se posent aujourd'hui, par rapport à notre système alimentaire. Je pense que tous autant que nous sommes, et vous êtes plus de 140 à nous écouter ce matin, vous êtes conscients du fait que le système alimentaire tel qu'il est aujourd'hui devant nous, tel qu'il est organisé, ne peut pas continuer, qu'il y a une nécessité de transformation, de transition vers plus de durabilité et c'est déjà engagé. Là, ce que je vous soumets pour, réflexion et débat peut-être, c'est un certain nombre d'enjeux qu'on a pu identifier justement dans le cadre du travail sur le guide, pour des territoires de démocratie alimentaire que je vais présenter juste après, et qui sont les suivants. C'est tout d'abord, un enjeu et un défi d'accompagner l'ambition transformatrice des PAT, des projets alimentaires territoriaux, vers, leur positionnement comme des outils de de territoires de démocratie alimentaire, comme des voies possibles de transformation des territoires en ce sens. C'est aussi un défi d'organisation, là encore, mais à travers le prisme de la démocratie alimentaire, on va pouvoir y revenir. Et c'est avant tout, pour nous en tout cas, un défi d'élargissement du tour de table, d'élargissement de type, de typologie et de nombre de parties prenantes, d'acteurs associés à cette réflexion-là, grâce aux démarches participatives, grâce aux démarches d'intelligence collective et grâce aux dispositifs de gouvernance plus horizontale, plus inclusive, qui nous permettraient, tout ça mis ensemble, de co-construire réellement des politiques alimentaires du futur. Donc ici, le graphique que vous pouvez voir, je ne sais pas si vous voyez bouger ma souris. Ah, merci Zoé. C'est un visuel qui est issu du guide que vous allez pouvoir télécharger gratuitement en ligne pour des territoires de démocratie alimentaire. Et on a cherché à montrer quelles autres parties prenantes pourraient être associées justement, en plus des acteurs clés des différents maillons du système alimentaire, à cette démarche. Donc on parle à la fois des collectivités territoriales, naturellement, et je pense que vous êtes nombreux et nombreuses à les représenter aujourd'hui, mais aussi des associations locales dans le secteur de la santé, de la culture, de l'éducation, mais aussi des acteurs de la recherche, des acteurs de la justice sociale. Naturellement, la lutte contre la précarité alimentaire reste un défi qui fait partie de cette démarche-là. Donc tout cela nous semble être les défis majeurs qui se posent au système alimentaire actuel dans cette perspective de la démocratie alimentaire. Nous pouvons passer. J'espère que je ne parle pas trop vite, mais j'essaye de tenir le timing. Non, c'est très bien. Super. Donc, qu'est-ce qui se passe? Les territoires face à la démocratie alimentaire. Nous pouvons passer. De quoi est-ce qu'on parle et qu'est-ce qui se cache derrière cette notion de démocratie alimentaire? Alors pour nous, et je le précise, c'est une vision et une approche de la démocratie alimentaire qui est celle portée par TDA, donc par la société de conseil que je représente, que nous essayons d'appliquer sur les territoires et qui s'inscrit totalement dans la suite de ce que Tim Lang avait propulsé au départ, c'est-à-dire dans une culture anglo-saxonne où la question de la démocratie alimentaire est très proche des enjeux politiques et organisationnels. Donc pour nous, la démocratie alimentaire, c'est une philosophie de travail qui est au service des stratégies alimentaires territorialisées inclusives. Ça fait beaucoup d'adjectifs, mais il fallait les poser. Pour nous, c'est aussi une approche nouvelle des dynamiques territoriales qu'elle revisite. Et c'est enfin un vecteur de dialogue multi-acteurs qui est de ce fait au service de la résilience alimentaire territoriale. Nous y reviendrons aussi. Alors en France, et là je m'appuie sur des travaux réalisés dans un autre projet d'envergure soutenu par la Fondation Carasso que nous avons pu mener en coopération avec INRAE, Démocratie ouverte, RMT Alimentation locale et j'ai oublié personne, c'est ça. C'était l'année dernière, c'était le projet Demain
et qui a pu faire un point sur la démocratie alimentaire en France. Alors, le résultat, schématiquement, mais j'y reviendrai plus en détail, c'est que nous avons aujourd'hui en France une diversité de conceptions de ce mot-clé, de ce bloc. Et de ce fait, nous avons aussi une diversité d'initiatives, que ce soit à l'échelle locale ou à l'échelle nationale. Et que ce qui ressort, et on le verra, c'est une nécessité d'une meilleure articulation entre cette notion de démocratie alimentaire et la notion de justice alimentaire et de lutte contre la précarité alimentaire notamment. Nous pouvons passer. Alors concrètement, en France, toujours selon cette étude et ce travail national qu'on a pu réaliser sur la démocratie alimentaire avec les partenaires, a priori, 3 grandes catégories d'initiatives se dégagent. D'une part, les politiques publiques participatives, dont font partie naturellement les PAT, les projets alimentaires territoriaux, mais ceux qui sont inclusifs, c'est-à-dire ceux qui réellement, dès le début ou à un moment donné de leur vie, se saisissent des démarches participatives, se saisissent de cette notion de co-construction et favorisent la concertation. Et je sais que nous avons dans l'audience quelques exemples de territoires qui le font déjà et qui en tirent les bénéfices qu'on va pouvoir détailler. Deuxième catégorie, c'est des initiatives citoyennes. Ce n'est pas des choses étrangères pour vous. On parle là des initiatives de sécurité sociale de l'alimentation, notamment, avec les 3 grands principes indispensables, le principe de l'universalité, le principe de solidarité et le conventionnement démocratique, mais aussi des tiers-lieux nourriciers ou des tiers-lieux à dominante alimentaire. Tout cela, voilà, c'est ça peut être assimilé à cette catégorie d'initiatives citoyennes. Et la troisième catégorie, ça serait des entreprises à gouvernance partagée, comme par exemple des supermarchés coopératifs. Nous pouvons passer. Et donc de tout cela, peut se dégager une définition, une proposition de définition. Là encore, on a dit diversité de conception, diversité d'approche. Donc là, ce que je vous soumets, c'est une définition opérationnelle de ce concept, puisque chez TDA, nous cherchons à outiller et à accompagner cette application opérationnelle de la démocratie alimentaire en France. Voilà ce que ça donne. Je vous la lis. Démocratie alimentaire est une approche systémique importante des enjeux agricoles et alimentaires, favorisant le pouvoir d'agir, deuxième chose importante. Elle traduit une revendication des acteurs d'un territoire pour une participation directe, chose importante, et collaborative, là encore, de toutes les parties prenantes concernées à la construction d'un système alimentaire durable, c'est-à-dire résilient, répondant aux besoins et aux préférences alimentaires des citoyens et favorisant la justice sociale dans l'accès à une offre alimentaire durable pour toutes et tous. Donc, une définition un peu costaud, mais qui insiste sur, là encore, cet élargissement de tour de table. Nous pouvons passer. Alors, dans cette même veine, j'appuie encore sur le fait que la démocratie alimentaire est donc potentiellement une approche politique de la question alimentaire, car manger est un acte politique. Et la démocratie alimentaire est, pour nous en tout cas, ce pont entre la terre, les assiettes et la cité. Ce que la démocratie alimentaire propose, c'est un nouveau contrat social au sein du territoire. C'est de nous reconnaître tous et toutes comme des réelles parties prenantes, à la fois force de proposition et co-responsables de ce qui va être élaboré. Donc la question de démocratie alimentaire, pour nous, encore une fois, ne se limite pas à la lutte contre la précarité alimentaire, n'est pas uniquement liée au PAD. Elle est plus que cela, en fait. Elle est vraiment cette philosophie de travail, une nouvelle approche de la société, plus dynamique, plus holistique aussi, et qui érige ce principe de co-responsabilité comme un paramètre fondateur. Bon, passer. Et donc, elle fait bouger évidemment les choses au niveau macro, au niveau de la société, de notre façon de faire.
Les premiers éléments, de façon plus générale, c'est au niveau de la sémantique. Elle nous invite à se dire peut-être qu'au lieu d'utiliser le terme de projets alimentaires territoriaux, nous pourrions passer aux contrats alimentaires territoriaux, pour faire écho à ce que proposait Frédéric Marchand, l'ancien sénateur, dans son rapport. C'est dans la sémantique, dans les mots que nous utilisons, se traduit la volonté que nous avons de transformer la société. Donc, il me semble qu'utiliser les bons mots pourrait être à la fois motivant et efficace dans l'action. La démocratie alimentaire interroge aussi la posture de l'élu, du décideur unique qui disparaîtrait au profit d'un rôle de facilitateur ou d'un chef d'orchestre ou d'une équipe d'animation. C'est en tout cas la position que nous défendons dans notre guide. Et puis ça interroge aussi la question de la cohérence territoriale, de l'efficience des politiques publiques locales dans leur complémentarité au sein de leur territoire avec d'autres dispositifs et de façon plus macro en coopération interterritoriale. Et cela interroge naturellement la présence et la force et les moyens donnés à l'ingénierie territoriale. Parce que sans cela, sans la capacité des agents, des acteurs à animer proprement le PAT ou la démarche de démocratie alimentaire sur un territoire, nous n'arrivons pas à grand-chose. Donc l'ingénierie est très importante et je rajoute à cela, et dans cette même veine, la capacitation des habitants du territoire en matière de participation. Mais je pense que Lilian va pouvoir donner des éléments de compréhension sur ce point-là un peu plus tard. Merci, on peut passer. Donc, dans les collectivités territoriales, quand je suis agent ou je suis élu, quand je me pose la question de la démocratie alimentaire et de son application, ça m'invite à repenser collectivement les priorités de l'organisation de mon système alimentaire local. Ça m'invite à aller au-delà des enjeux sectoriels, de casser les silos, de penser transversal et systémique. C'est faire l'effort de mettre en place et animer un dialogue entre parties prenantes. C'est vraiment prendre ce temps-là, dédier ce temps-là, dédier de l'énergie à cette innovation sociale ouverte à tous. Et c'est naturellement questionner la gouvernance pour que tout cela puisse se passer de manière transparente et partagée. Donc l'objectif va être toujours le même. On va toujours chercher la création d'un système alimentaire équitable, durable, résilient. Cette alternative-là, on l'a toujours en bannière, notre objectif méta. Mais ce qui change, et ce qui est la nouveauté, c'est la charge démocratique, la qualité démocratique de cette démarche qui va faire qu'on va changer de méthode de travail pour aller vers plus d'inclusivité et de co-construction. Nous pouvons passer. Donc, comment je mets en œuvre cette démocratie alimentaire? Eh bien, une des possibilités, c'est de se saisir de la méthode d'intelligence territoriale. Juste, Markéta, il vous reste plus beaucoup de temps de parole, du coup, on va penser à être un peu synthétique pour laisser Ça la marche. place, aux autres intervenants. Merci. OK, extra. Donc de toute façon, vous aurez le PowerPoint, Zoé va vous envoyer la présentation par la suite. Il y aura d'autres informations qui vont être liées à cela. Mais pour vous dire que la méthode d'intelligence territoriale, c'est une nouvelle méthode que nous détaillons dans le tout nouveau guide méthodologique qui s'appelle Pour des territoires de démocratie alimentaire, co-construire le projet alimentaire territorial. C'est donc un guide qui est sorti en mai dernier. Dont nous faisons la promotion aujourd'hui, puisqu'il y a eu toute cette phase de perturbation politique dans notre pays, mais qui fondamentalement est un outil opérationnel de la démocratie alimentaire, destiné aux collectivités. Nous pouvons passer du coup, Zoé, si tu veux bien. Ici, vous voyez des partenaires avec lesquels nous avons travaillé sur le contenu de ce guide. Donc, notamment un panel de territoires représentant l'ensemble des échelons territoriaux. Et nous avons, je pense que la commune de Plouguernon et notamment le département Seine-Saint-Denis ici avec nous ce matin, excusez-moi. Et les partenaires institutionnels, le ministère de l'Agriculture, la Banque des Territoires, CERIMA, ADEME et les porteurs. Donc, le projet est né de l'impulsion de TDR, mais nous l'avons coporté avec l'ANPP, territoire de projet. Nous pouvons passer. Alors, les trois
bifurcation et pari que le guide fait, c'est que nous atteignons la résilience alimentaire seulement si nous nous y prenons avec des processus participatifs, parce que tous ces changements vont potentiellement générer des conflits, des non-compréhensions et nécessiteront plus de dialogue. Deuxième, c'est que les approches participatives provoquent des changements positifs chez les habitants et de façon durable dans les territoires, leur posture vis-à-vis des institutions, et nous en avons besoin, et que cette approche de démocratie alimentaire permet d'avoir cette compréhension systémique de ces enjeux. Nous pouvons passer. Et je pense que je vais aller directement. Donc, le guide est destiné aux collectivités territoriales, porteuses d'un PAT, déjà engagées ou pas, c'est selon. Le guide est tout à fait adaptable à tous ces cas de figure. Nous pouvons passer. Alors, ce qu'il propose de nouveau, c'est donc cette nouvelle méthode, mais aussi un argumentaire pour la défendre, pour faire face à un certain nombre d'idées reçues, et des exemples concrets sur le terrain. Nous pouvons passer. Et donc, il propose cette fameuse méthode d'intelligence territoriale. Donc, c'est une approche alternative de préfiguration et d'animation d'un PAT, mobilisant les outils d'intelligence collective à chaque étape. Nous pouvons passer pour que vous puissiez voir le visuel. Voilà, ça c'est le visuel de la méthode dans son ensemble. Vous l'aurez le même dans le guide, dans la version PDF. Et vous pouvez voir, en termes de couleur déjà, que la méthode se subdivise en trois phases, trois volets. Il y a d'abord le volet diagnostic de réceptivité du territoire. Nous avons cherché à mettre en place cette phase préparatoire parce que nous nous sommes dit, nous ne sommes pas tous égaux face aux outils, à l'utilisation, au recours aux démarches participatives. Donc, nous devons d'abord s'assurer de la bonne réception de cette proposition de méthode au sein du territoire. Donc ça, c'est un premier volet qui est à faire avant de se lancer proprement dit, avant d'engager le volet 2 qui est le socle commun. Et le socle commun, c'est le deuxième bloc. Lui, il nous invite à créer les éléments structurants de mon PAT, c'est-à-dire à la fois réaliser un diagnostic du territoire, mais flash, créer la première communauté et surtout de définir avec cette première communauté le cap futur stratégique désiré. C'est-à-dire que dans cette méthode-là, on s'inspire des méthodes de backcasting qui permettent de projeter le futur, enfin, organiser le présent à partir du futur. C'est-à-dire, aujourd'hui, je me fixe l'objectif à moyen terme de où est-ce que je vais arriver. Et en fonction de cet objectif-là, j'organise les phases jusqu'au moment présent. Donc, c'est ce que ce socle commun permet de réaliser, ce qui fait qu'à la fin du socle commun, je me retrouve à la fois avec une communauté qualifiée, motivée, nombreuse, avec un cap stratégique, c'est-à-dire un horizon à atteindre, qui est co-construit avec l'ensemble de cette communauté. Je me retrouve aussi avec un conseil local de l'alimentation. Nous aurons des exemples concrets, ou en tout cas un dispositif de gouvernance horizontale et partagé. Et en lien avec tout cela et en lien avec le plan d'action que je vais développer, un outil d'évaluation afférent. Donc, vous allez me dire, oui, il y a des éléments qu'on reconnaît. La méthode que nous utilisons aujourd'hui, on a déjà cette approche-là. Oui, tout à fait, mais c'est la nouveauté est dans l'hiérarchie et l'organisation, le moment d'arrivée de ces différents temps et de ces différents livrables. Et ce qui est important à comprendre, c'est que ce volet, ce socle commun, il est comme un soubassement, comme une base qui est là et qui, en espace de 12 à 15 mois, nous permet de construire le b.a.-ba de notre PAT de façon collective et partagée. Et qu'après, le volet 3, c'est une suite de vagues, de déploiements, d'applications. Et chacune de ces vagues peut durer peut-être 12 mois pour se donner une période clé et nécessite à chaque fois la mise en œuvre du plan d'action naturellement, mais aussi une phase d'évaluation et d'ajustement de ce plan d'action de façon à se lancer dans la nouvelle vague avec
toujours une cohérence par rapport aux besoins du territoire. Je pense que j'ai plus beaucoup de temps, n'est-ce pas Zoé? Et oui, ça serait bien de penser à conclure pour Oui, pouvoir aussi, laisser la parole, aux autres, intervenants. avec plaisir. Donc on peut passer les slides. La prochaine, c'est juste un zoom sur la méthode, mais on vient d'en parler, on peut passer. Chose importante pour vous dire qu'on retrouve évidemment dans le guide et la construction de la méthode des passerelles avec les éléments de labellisation du ministère de l'Agriculture. Donc, vous n'êtes pas en dehors de ces critères-là. Le ministère, la DGAL, était avec nous autour de la table lors de la construction du guide. Nous pouvons passer. Les facteurs clés de succès de la méthode, vous vous y plongerez. Ce qui est important, c'est vraiment soigner sa posture, changer sa posture et ouvrir son potentiel créatif. Mais vous allez les lire dans le détail si vous le souhaitez. Nous pouvons passer. Et alors là, nous pouvons aller assez rapidement sur l'obtention du guide. Tout cela est à votre disposition en ligne. Le guide est gratuit. Nous avons également une communauté sur Expertise Territoire, un espace de partage et de travail du CEREMA. Je vais pouvoir vous envoyer des liens par la suite. Nous pouvons passer. Et donc, pour se saisir de la méthode d'intelligence collective, comment faire? Eh bien, vous pouvez soit, là, dès aujourd'hui, solliciter une organisation d'une présentation du guide et de la méthode bien plus détaillée au sein de votre territoire, en petit comité restreint. Vous pouvez solliciter la réalisation de l'audit de votre territoire, donc le fameux diagnostic de réceptivité. Vous pouvez également suivre une formation sur la méthode d'intelligence territoriale ou sur le PAT et démocratie alimentaire, plus d'informations sur notre site, ou vous pouvez prendre contact avec nous si vous souhaitez voir appliquer cette méthode-là au sein de votre territoire dans le cadre de votre PAT. Mais la chose sur laquelle j'aimerais bien conclure, c'est les slides suivantes, s'il te plaît Zoé. Vous pouvez aussi devenir pilote, territoire pilote de cette application de la méthode. Nous sommes très heureux parce que TDA et tout un collectif de partenaires issus d'ailleurs de la création du guide, nous avons été lauréats du dernier appel à projet SNANC 2024 avec un projet qui s'appelle Demain pour démarche expérimentale d'accompagnement collectif pour les territoires de démocratie alimentaire. Et nous recherchons 3 territoires pilotes à partir de janvier 2025 qui voudraient avec nous être les cobayes d'application terrain de cette méthode d'intelligence territoriale. Donc, l'idée là du projet, c'est d'accompagner ces quelques territoires-là et de voir comment la démarche se passe, en tirer des conclusions pour éventuellement améliorer le guide encore. Donc, sinon, on passe sur la slide suivante. Voilà le détail des territoires que nous recherchons. Donc, 2 territoires qui sont au début du PAT et un qui a déjà un PAT mais qui souhaite bifurquer. Merci beaucoup, Markéta. Oui, Tout ça je ne vais sera pas forcément disponible. détailler. Oui, nous pouvons juste Donc, passer à la dernière sur les contacts. n'hésitez pas à vous référer aux diapositives et comme ça, Oui, on peut donner la parole aux participants suivants, Oui. tout à aux fait. intervenants. Merci beaucoup. Oui, merci beaucoup Markéta pour votre présentation et toutes les informations, elles seront disponibles. On va vous envoyer les présentations pour avoir plus, d'informations. C'est vrai qu'on a un timing, assez, serré, donc voilà, c'est pas, évident. Donc on va laisser, la parole à Laura Pandel. Donc je vais, projeter, mon écran. Ok, et je fais un petit test micro. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, on vous Oui, entend. ça Alors après, fonctionne, ça il y a marche. juste des petits bruits parasites, Je suis à dans un côté. espace de coworking et malheureusement, je ne vais pas trop pouvoir OK, améliorer. Mais voilà, je mais suis. ça va aller. Non, ça va aller. Vous voyez bien, mon écran? Oui. OK, super, bah, on vous laisse la parole, Laura. Donc, je vais essayer de faire une présentation courte, peut-être pour qu'il y ait le temps pour un petit peu d'échange. Oui, J'avais l'impression que c'était un petit peu la demande aussi qu'on puisse échanger, même si à 160 personnes, ça ne va pas forcément être simple, mais au moins que quelques personnes puissent oui, réagir.
Bien sûr. Donc moi, je m'appelle Laura Pandel, je fais partie de l'association Equitase. Donc nous, on est une toute petite association, donc il y a 4 salariés et quelques partenaires réguliers extérieurs. Donc voilà, on est une toute petite structure. On travaille principalement en Drôme, en Isère et en Haute-Savoie. Donc on a vraiment un ancrage rhône-alpin, même si ponctuellement on fait des excursions dans d'autres collectivités. Et on est une association d'éducation populaire. Donc, on travaille sur la question des droits sociaux au sens large. Donc, historiquement, Equitase existe depuis une douzaine d'années. Et puis, il y a eu des travaux sur la question du RSA, la question de l'emploi, la question des droits des jeunes adultes. Voilà, donc des thématiques assez diversifiées. On n'est pas du tout des spécialistes de l'alimentation, en tout cas des questions agricoles et alimentaires. Mais on a mis un pied dans ces histoires-là en étant partie prenante de 2 programmes que vous connaissez sans doute. Un premier qui s'appelle Territoire à vivre, qui a soutenu des actions plutôt métropolitaines de création notamment de caisses communes de type sécurité sociale de l'alimentation, mais pas que. Et un autre programme qui s'appelle Tetra, qui a été financé, promu par la Fondation Carasso et AgroParisTech, et qui a permis de soutenir 9 collectivités pilotes, donc peut-être certains sont dans la, sont dans la salle, dans des actions de démarrage de PAT et de projets alimentaires de territoire ambitieux. Voilà, donc c'est dans ce contexte-là que nous, on a commencé à s'intéresser à comment est-ce qu'on peut envisager l'alimentation comme un droit sur lequel, en tout cas, nous, c'est notre parti pris, c'est de dire que c'est un des aspects de la vie sur lequel on reproduit des fortes inégalités sociales et qui sont aussi présentes, qui sont à la continuité, en tout cas, des injustices et des discriminations qu'on peut vivre sur le plan économique, sur le plan de l'accès au logement, sur le plan de tout un tas d'autres secteurs de la vie. Et ce qu'on a souhaité, et tu peux passer à la slide suivante, Zoé, s'il te plaît, merci. Et donc, ce qu'on a souhaité proposer, en fait, c'est dans la continuité des 2 programmes dont je vous ai parlé, c'est de travailler sur comment est-ce qu'on peut se mobiliser. C'est-à-dire que nous, on a l'impression, si je fais référence au schéma qui nous avait présenté avant, que pour créer de la démocratie alimentaire, il y a une première étape qui est déjà de considérer qu'il faut se mobiliser sur la question, en fait. Et que pour l'instant, donc on est tout à fait d'accord avec ce qui a été dit sur le fait qu'il faut élargir le tour de table. Moi, je le reconnais tout à fait, mais non seulement en termes de typologie d'acteurs, mais aussi en termes de typologie sociale, qu'aujourd'hui, les questions alimentaires, elles sont quand même socialement plutôt activées au sein d'une classe moyenne qui s'intéresse à sa santé, à son cadre de vie, à très gros traits, les bobos écolos, dans lesquels je me reconnais complètement, et qu'en fait, pour que ça fasse mouvement social, il faut qu'on redonne la parole et il faut qu'on arrive à faire cause commune avec des personnes qui vivent des injustices et des discriminations fortes dans leur accès à l'alimentation. Et donc, c'est comme ça qu'on a souhaité démarrer en fait des groupes de mobilisation sur le droit à l'alimentation dans les territoires. On a des ancrages forts, donc la vallée de la Drôme, où moi je vis, et Grenoble, où d'autres membres de l'association sont implantés. Donc là, je voulais vous partager en fait quelques retours d'expérience. C'est une expérience assez jeune, nous ça fait 2 ans qu'on mène ces groupes-là, mais vous donner quelques exemples en fait de trucs qu'on a pu faire sur le terrain et qui essayent de créer cette mobilisation. Tu peux passer à la suite. Donc le premier point, c'est en tout cas la première question qu'on s'est posée, c'est comment est-ce qu'on met le sujet de l'alimentation sur la table. Et en fait, un des premiers principes, ça a été de dire il faut alterner en fait des moments où on parle de droit à l'alimentation, de notions, de concepts, et on fait de l'éducation populaire et de la vulgarisation, notamment autour de travaux de chercheurs en sciences sociales, etc., qui ont travaillé sur cette question. Et puis, il faut aussi en fait raccrocher ces affaires-là avec comment ça se passe dans la vie des gens au quotidien. Donc, essayer de mélanger un travail plutôt d'exploration intellectuelle et puis aussi des outils plus sensibles comme cette valise que vous avez là sur le diaporama, où en fait on propose aux gens en fait tout simplement de se réapproprier tous les objets et tout l'environnement en fait matériel qui parle de notre alimentation au quotidien. Donc là, par exemple, c'est un jeu de manipulation où sur chaque objet que les gens vont choisir dans le groupe de travail, en fait, il y a une question qui est volontairement une question un peu clivante et qui nous amène à nous positionner. Par exemple, est-ce que vous pensez qu'on doit tous manger pareil? Si oui, pourquoi? Sinon, pourquoi? Voilà, donc là, on est dans des processus assez classique d'éducation populaire, mais l'idée, c'est bien d'inviter les gens à se positionner. On peut passer à la slide suivante. Un autre principe, ça a été de se dire, en fait, il faut collectivement, pour recréer du pouvoir d'agir, il faut se réapproprier nos paysages alimentaires.
Donc que ça soit à Grenoble, plutôt dans un contexte urbain, dense, ou dans la vallée de la Drôme, où il y a une tradition agricole voilà, très forte. On a mené des expériences, notamment de faire des balades alimentaires, c'est-à-dire d'inviter les gens à faire un circuit sur un territoire qui leur est très familier, mais en leur demandant de prendre en photo avec des petits appareils photothermiques. Donc là, c'est la photo que vous voyez en bas à gauche, toutes les manifestations tangibles en fait du système alimentaire, de notre système alimentaire. Et donc ça peut amener justement à poser des constats. Tiens, il y a des boulangeries qui se sont fermées. Tiens, il y a énormément de snack food à tel endroit. Tiens, il y a un verger. Voilà. Et du coup, de commencer à faire en fait, en partant de notre expérience sensible, une typologie de voilà, qu'est-ce qui reste plutôt une alimentation qui est en lien avec la ruralité, la paysannerie, qu'est-ce qui est une alimentation plutôt liée à la grande distribution. Voilà. D'autres expériences ont plutôt été de l'ordre de fabriquer des cartes, donc à la fois des cartes subjectives où on part de qu'est-ce que les gens ont comme zone d'approvisionnement ou espace d'approvisionnement autour de chez eux, et petit à petit des cartes plus, on va dire, voilà, objectives, ou en partant de cartographie réaliste, et qui nous ont permis justement d'identifier quels étaient les différents points de production, d'approvisionnement, de transformation sur le territoire. À Grenoble, par exemple, il y a un travail spécifique qui a été fait sur les lieux de restauration solidaire, puisque parmi les gens qui participaient à ce groupe, il y avait beaucoup de gens qui en fait allaient dans des cantines solidaires, consommaient en tout cas voilà, participaient à des temps d'alimentation collective, et avaient un ressenti très fort et parfois négatif sur comment ça se passe dans ces lieux-là, comment les distributions se passent. Donc il y a eu un travail un peu plus approfondi sur la question des lieux de consommation collective. On peut passer à la suite. Tout ce processus un peu de réappropriation du paysage alimentaire, on l'a aussi travaillé à travers un outil qui s'appelle Petite Histoire et Grande Histoire, que certains connaissent peut-être, qui est vraiment un classique de l'éducation populaire, et qu'on a essayé d'appliquer sur la question de l'alimentation, qui était de dire il faut se réapproprier l'espace, mais il faut aussi comprendre comment est-ce qu'on en est arrivé là. Et en fait, cette histoire-là, on n'en est pas complètement dépossédé. Donc là, l'idée, c'était de se retrouver en invitant dans les groupes de travail habitants qu'on mobilise, quelques chercheurs, quelques chargés de mission qui ont justement un peu des clés de compréhension de la grande histoire, on va dire l'histoire publique de l'évolution du système alimentaire local. Donc, ils peuvent dire, par exemple, à quel moment, voilà, qui peuvent donner des dates sur les grandes lois, mais aussi sur les grandes orientations en termes de politiques publiques qui ont été faites sur le territoire, et se dire, en fait, en face de ça, qu'est-ce qui se passait dans nos vies, qu'est-ce qui se passait dans ma famille, qu'est-ce qui se passait pour ma grand-mère, par exemple. Et donc ça permet de naviguer à travers tout le XXe et le XXIe siècle sur quels ont été en fait les grands moments d'évolution en fait du système alimentaire local. Donc par exemple dans la Drôme, c'était de dire à quel moment on a commencé à arracher des vergers de poiriers pour remettre du maïs ou des grandes cultures, quels sont les impacts aujourd'hui. Voilà, et ça permet d'avoir en tout cas c'est des expériences qu'on aime bien faire, de mélanger différents registres parce que ça crée de la réappropriation et ça permet quand même de faire une culture commune autour de comment est-ce qu'on diagnostique le problème, quoi. Et du coup, tout ce travail d'enquête, que ce soit au niveau géographique ou au niveau plutôt de l'histoire, ça a convergé vers la réalisation notamment d'une émission de radio qu'on a pu réaliser dans la Drôme avec une radio locale et qui a été à la fois source de fierté parce que c'est un travail collectif et qui nous a permis d'aller à la rencontre de producteurs, de maraîchers sur le territoire, de distributeurs, de restaurateurs. On est allé voir par exemple des cuisinières qui font à manger pour les crèches, donc voilà, vraiment des profils de cuisiniers collectifs. On est allé voir aussi le kebab parce qu'en fait il y a un kebab que tout le monde apprécie dans cette petite ville de Livron-sur-Drôme, et c'est aussi super important de savoir quel rôle il joue, quel rôle joue ce lieu d'approvisionnement, pourquoi les jeunes y vont. Donc voilà, l'idée c'était justement d'avoir une approche qui part plutôt du vécu et qui ne soit pas dans la hiérarchie ou dans le jugement, mais plutôt de documenter en fait la place que l'alimentation joue dans nos vies en premier lieu. Voilà, on peut passer à la slide suivante. Je voudrais faire un petit focus sur un outil qu'on a également utilisé à Grenoble et qui me semble assez intéressant, qui est d'essayer de visibiliser en fait les trajectoires alimentaires. Nous, on a constaté que c'était assez puissant de se dire, en fait, quand on parle d'injustice ou de justice alimentaire, ça peut sembler un peu abstrait. Il n'y a pas beaucoup de gens qui arrivent à se dire d'entrée de jeu oui, moi je vis la précarité alimentaire, c'est quelque chose qui est assez stigmatisant. Et donc la proposition, c'était plutôt de réfléchir en termes de trajectoire de vie et de se dire, si je relis, donc ça c'est des choses qu'on a invité à faire d'abord en tête-à-tête, en binôme, puis ensuite petit à petit en grand groupe et petit à petit de façon plus publique, on va dire. Si je relis ma trajectoire de vie depuis mon enfance jusqu'à aujourd'hui,
quels ont été les éléments de contexte, quels sont les facteurs qui font que mon rapport à l'alimentation il s'est amélioré ou il s'est dégradé. Et en fait, en partant de ça, toutes les expériences sont légitimes, toutes les paroles sont intéressantes et ça nous permet de parler d'exclusion, ça nous permet de parler de difficultés de santé mentale. J'ai divorcé, il s'est passé ça pour moi, j'ai été veuf, j'ai recommencé à manger seule, ça a été difficile. Ou alors, par exemple, j'aimais pas la cantine, tout simplement, ne serait-ce qu'une expérience comme j'aimais pas la cantine, qui est quand même partagée, je pense, par pas mal de gens. Voilà, c'est aussi, ça permet aussi de raccrocher cette notion d'injustice à quelque chose de très concret et de très vécu. Et voilà, pour nous, en tout cas, c'est particulièrement important de faire cet effort de dire on ne va pas créer de droit à l'alimentation si on ne le raccroche pas avec une capacité des gens à s'indigner pour eux-mêmes en partant de leur vécu personnel, quelle que soit leur catégorie sociale, quoi. Et donc là, le petit objet que vous voyez à côté, qui est une sorte de théière, c'est aussi un projet qu'on a fait en partenariat avec la radio locale, qui était en fait des capsules sonores issues de cette documentation des trajectoires alimentaires, où en fait on verse une tasse de thé et à ce moment-là, ça déclenche un audio en fait et ça permet d'entendre une capsule qui vient de Amalia, une capsule qui vient de Théo, une capsule qui vient de Jean. Et donc c'est aussi une manière d'engager la conversation et de pouvoir inviter d'autres personnes à se prononcer par la suite. Donc voilà, toujours ce lien entre un travail un peu de verbalisation et puis aussi la production d'outils tangibles qui peuvent permettre aussi de laisser des traces dans les lieux où on travaille. On travaille dans des centres sociaux, dans des médiathèques, dans des lieux où il y a de l'accueil de public, et donc tout ce qui permet de laisser des traces, des fresques, des dessins, etc., ça peut jouer un rôle dans le fait de créer une culture commune. Et donc on peut passer à la slide suivante, qui justement montre un exemple de fresque des injustices et des rêves alimentaires. Donc ça, c'est un travail qu'on a fait il n'y a pas plus d'une semaine à Grenoble, suite à un atelier autour du petit diagramme que je vous ai présenté avant et qui permet, voilà, encore une fois, de se dire les choses, laisser des traces et aussi peut-être proposer des supports d'analyse qu'on pourra voir collectivement. On peut passer à la slide suivante. Donc simplement pour préciser que dans ces groupes d'habitants, on essaye aussi de convoquer des temps très concrets. Donc il y a des temps de parole, il y a des temps d'atelier, et puis on s'appuie sur ça pour faire aussi du glanage, des ateliers de cuisine. Donc là, on travaille en coopération en fait, avec d'autres structures de proximité qui sont des associations, des collectifs, formels ou informels, et qui justement ont des propositions, on va dire, de l'ordre des alternatives alimentaires, c'est-à-dire qu'ils vont avoir des initiatives au niveau micro-local. Et nous, on pense qu'il faut faire front commun en fait, entre ces différentes associations. Et donc, du coup, le fait de faire des choses ensemble, comme des chantiers de cueillette, des choses très, très concrètes, ça peut aussi permettre de faire front commun, de se rencontrer avec les producteurs, de créer des alliances en tout cas. On peut passer à la slide suivante. Et peut-être pour conclure, donc là, je voudrais vous proposer plus un temps méthodologique, vous partager un peu qu'est-ce qui nous aide à naviguer dans ces histoires de justice sociale appliquée à l'alimentation, et peut-être ça peut faire l'objet d'une petite discussion à partir de maintenant. Donc il se trouve que dans Equitase, on est assez proche d'une économiste qui s'appelle Viviane Labrie, qui est québécoise et qui a formulé il y a quelques années une grille de... Je sais pas pourquoi ça, c'était pas apparu. Ok, bon, parfait. Si vous pouvez Et le casque, c'est lequel? C'est une interruption, mais c'est juste un... Et le réel, c'est quoi? C'est pas l'ordi? Excusez-moi, Ouais. il y a quelqu'un qui peut couper votre micro, s'il vous plaît. Ok. Et donc, cette économiste, Viviane Labrie, elle a écrit un petit guide à destination des gens qui se considèrent comme artisans de justice sociale, pour nous inciter à avoir un regard critique sur nos actions et à pouvoir réinterroger en fait, nos démarches de terrain avec des questions qui nous permettent d'y voir plus clair et de se situer. Et donc, nous, on a essayé d'appliquer en fait, ce guide et ces questions à la question de la justice sociale alimentaire. Donc, on l'utilise actuellement, on s'en sert, on le regarde régulièrement. Je vous le partage. Et encore une fois, c'est vraiment à titre expérimental et aussi de support de démarreur de discussion si vous avez envie d'en parler un peu. Donc, il y a 9 questions. Les 3 premières, c'est vraiment la question de comment est-ce qu'on se pose les problèmes. Donc la question de vérifier est-ce que les personnes concernées par les injustices sont bien au cœur du processus et qu'on ne les oublie pas progressivement, comme c'est souvent le cas quand on monte en généralité et qu'on passe de diagnostic à la construction de politique publique, on perd un peu les gens. Et donc, comment est-ce qu'on s'assure que les gens qui étaient là au départ sont toujours là dans la délibération? Et ça, c'est vraiment l'exercice radical de la démocratie. Le deuxième qu'on a appelé... Oui.
Oui, excusez-moi, je suis coincée, je ne peux pas clavarder. En fait, les diapositives sont toutes petites. Je ne sais pas s'il y a possibilité de lire ou pas un peu plus, de grossir le visuel en bas. Merci, Alors, excusez-moi de déranger. ouais, je pense que sur le texte du bas, il faudrait vraiment faire très très gros, mais pareil, je pourrais vous l'envoyer. Et puis, si vous voulez les regarder, elles sont aussi en ligne sur notre site. Oui, les présentations vous seront envoyées, hein. Ouais. La deuxième question, c'est la question qu'on a appelée des escaliers roulants, c'est de savoir à quel point on prend en compte des discriminations incrémentales, quoi, c'est-à-dire des freins structurels. Donc là, ça fait appel à une lecture intersectionnelle qui est de dire, en fait, quand on est en précarité alimentaire, souvent, on a d'autres facteurs de précarité contre lesquels on doit se battre. Et donc, tout ça fait un escalier qui va dans le sens positif ou dans le sens négatif, quoi. Donc, est-ce qu'on prend bien en compte ces freins, ces facteurs structurels? Le troisième, c'est la question de est-ce qu'on est bien dans une dynamique de réappropriation de l'histoire? Donc ça va dans le sens de ce que je vous ai montré tout à l'heure sur le fait de se réapproprier le paysage alimentaire, c'est-à-dire de vraiment accéder, et je pense sur les enjeux agricoles et alimentaires, la question de l'accès à la connaissance, en fait, il est particulièrement important. Comment est-ce qu'on se réapproprie en fait des faits, des données, des chiffres pour comprendre en fait comment on en est arrivé là. On peut passer à la slide suivante. Ensuite, on passe sur des questions qui sont plus des questions de répartition de la responsabilité et de comment est-ce qu'on peut se projeter dans une vision d'un système plus juste. Donc, avec une première question qui est comment est-ce qu'on arrive à appliquer la logique de la donut économie, pour ceux qui connaissent, à notre système alimentaire, c'est-à-dire quel est le minimum qu'on veut garantir aux gens et quel est le maximum que notre système agricole peut supporter. Et ça, c'est des choses qui sont aussi documentées. Un deuxième point qui est, est-ce qu'on connaît les différents acteurs du système alimentaire? Est-ce qu'on est capable d'avoir des interlocuteurs, des gens avec qui discuter dans les différents maillons de la chaîne, ou est-ce qu'on est juste entre mangeurs ou juste entre producteurs? Donc, comment est-ce qu'on crée ces alliances-là? Et le troisième, c'est ce qu'on a appelé le poétique et le politique. Donc ça, c'est vraiment un credo qui est assez fort chez Equitas, qui est de se dire comment est-ce qu'au travers de toutes ces démarches, on crée aussi un imaginaire politique qui soit fédérateur et inclusif, et comment est-ce qu'on s'appuie sur ça, sur cette dimension un peu sensible pour se projeter ensemble vers des actions ambitieuses et fédératrices, quoi. Voilà. Et le troisième niveau sur lequel nous, on estime qu'on n'est pas encore, en tout cas pas avec les groupes qu'on anime en ce moment, c'est plutôt un niveau économique qui est de dire est-ce qu'on maîtrise en fait les changements économiques et systémiques qui sont nécessaires pour que notre système alimentaire évolue. Donc la question de la relocalisation, voilà, les euros vitaux et locaux, hein, vous avez compris, c'est la question de qu'est-ce qui, dans notre alimentation, contribue à créer de la production locale. Quand on parle la carte qui nomme le fric, le doux et le dur, la question c'est la précarité, c'est-à-dire le reste à vivre, et comment est-ce qu'on adapte en fait les projets et les politiques alimentaires à d'autres paramètres qui sont l'accès à l'emploi, l'accès au logement. Enfin voilà, on voit bien que le budget alimentaire, il est bien entendu lié à d'autres paramètres de la vie, et ça peut varier énormément en fonction des territoires. Et puis le dernier, qui est donc inspiré du théorème du lampadaire, qui est de se questionner constamment sur est-ce qu'on est bien sûr qu'on travaille sur les causes de nos problèmes et pas juste sur les symptômes. Et ça, c'est plutôt une invitation à se dire, en fait, sans cesse, il faut revenir à des situations vécues, il faut continuer à associer des nouvelles personnes. Et l'effort démocratique, en fait, il doit être renouvelé. Et donc, ça nous invite aussi à continuer ce travail de mobilisation et à ne pas se dire on le fait au début et puis ensuite c'est bon, mais bien être aussi dans une logique d'embarquer de nouvelles générations et des nouveaux profils sociaux, quoi. Voilà, donc nous, on estime que sur ces 9 questions, on se situe à peu près aux 3 premières, qui sont vraiment de l'ordre de se mobiliser, raccrocher avec nos vécus, et puis se réapproprier en fait notre histoire locale. Et on a envie de progresser justement dans cette grille, donc c'est un petit peu là qu'on se situe à l'heure actuelle, quoi. Voilà, en tout cas, j'avais envie de finir sur ces quelques éléments de méthodologie assez informels, hein. On n'est pas dans un truc qui est très carré, mais qui en tout cas nous inspire beaucoup et nous aide à naviguer et à re-questionner un peu nos actions de terrain à la lumière de ces questionnements-là, quoi. Je vais m'arrêter là. Je ne sais pas si encore le temps pour quelques réactions ou questions. Pas vraiment. Bon, merci en tout cas Laura pour votre présentation. On peut prendre une ou deux questions assez rapidement. Et puis, je vois qu'il y a une question de Laurence pour la FR Civam.
Oui, bonjour. C'était super intéressant. Moi, je connaissais un peu Aikitaz. Moi, je suis dans une fonction depuis peu d'animer le réseau des PAT en Bretagne, donc de travailler avec les chargés de mission, entre autres, qui sont sur les PAT. Et je me dis que tous les ateliers, les expérimentations que vous faites à Equitas, d'éducation populaire qui permettent de vivre ça, je trouverais ça intéressant de pouvoir les faire vivre avec les chargés de mission parce que animer ce genre d'atelier, pour moi, il faut l'avoir vécu pour être à l'aise de le revivre avec des personnes concernées. Et du coup, c'était une réflexion sur, en tout cas, une envie peut-être de proposer ça dans le vécu. Est-ce que c'est quelque chose que vous pourriez faire en binôme avec des gens qui ont des fonctions comme la mienne et avec des chargés de mission? Est-ce que ça, c'est dans le possible et aussi loin qu'en Bretagne? Bah, on réfléchit à des formats, c'est un petit peu ce qu'on avait fait dans le cadre de Tetra, c'est-à-dire des formats qui sont un peu de l'ordre de la formation-action, où on se partage des temps où on va, enfin, avec l'objectif quand même d'avoir et des mangeurs et des personnes concernées et des chargés de mission, de ne pas avoir que des chargés de mission tout seuls, quoi. Mais en tout cas, c'est des choses qu'on a déjà un peu expérimentées dans le cadre de Tetra et qu'on réfléchit à faire peut-être dans un cadre un peu plus formalisé, sous la forme d'une proposition de formation, mais on n'en est pas tout à fait là encore. Et encore une fois, on est une petite structure, donc même ne serait-ce que l'effort de documenter et d'analyser enfin, nos productions nous prend énormément de temps et voilà, en tout cas, on aimerait bien aboutir sur ça courant 2025 aussi parce qu'on sera à la fin d'un cycle et que voilà, on aura certainement des enseignements un peu plus complets à partager. Mais n'hésitez pas à prendre contact, en tout cas, on peut en rediscuter en bilatéral. Yes, merci beaucoup. Très bien. Bah, on va pouvoir laisser la parole à Lilian Vargas. Je profite juste pour vous dire que je suis désolée, mais moi je vais devoir vous quitter parce que Oui. je dois enchaîner sur un autre temps. Mais en tout cas, voilà, merci pour votre écoute. Et puis un peu frustrée de ne pas pouvoir échanger, mais il y aura d'autres moments, je pense. Oui. Merci. Merci. Et j'en profite aussi pour dire qu'il y a des… Merci beaucoup pour vos questions, interventions sur la conversation. On les note bien et on essaiera d'y répondre. Ou si les intervenants ont des réponses déjà, n'hésitez pas à le faire dans votre conversation. Sinon, on essaiera à la fin ou dans le résumé, le compte-rendu, pardon. Ok. Est-ce Oui. que vous m'entendez? Oui, très bien. Bonjour. Donc, charge m'a été confiée de vous présenter en quoi le fait de recourir à un programme européen peut nous permettre de développer, d'asseoir un projet alimentaire territorial. Donc, en fait, c'est en premier temps un partage d'expérience que je vais vous faire, et puis on regardera aussi un peu l'intérêt, puis des fois les limites qu'il peut y avoir aussi à l'usage de ce type d'outils. Donc, vas-y Zoé. Pour la petite histoire, en fait, il y a en 2015, pardon, il y a eu à Milan une rencontre internationale qui était autour de l'alimentation, à l'occasion de laquelle la ville de Milan a mis en place ce qu'on appelle le pacte alimentaire de Milan, qui est, on va dire, un ensemble d'orientations et de préconisations sur lesquels Milan cherche à attirer les villes du monde entier et de réfléchir conjointement à un système alimentaire durable. Donc il y a aujourd'hui 300 villes qui sont signataires de ce pacte, et ce pacte au niveau européen a été à la fois déclencheur et accompagnateur de la politique Food 2030, qui est aujourd'hui à l'origine de la création d'un certain nombre d'appels à projets, notamment les appels à projets Horizon 2020, dans lequel s'inscrit le programme Food Trade dont je vais vous parler maintenant. Vas-y. Hop.
Donc, ce programme Food Trace, en fait, ben, on est sur un système classique de programme européen par appel à projet. Donc, en fait, le principe, c'est toujours un petit peu le même. L'Europe édite un certain nombre de sujets avec en face des critères à la fois d'éligibilité, de financement, de partenariat. Euh, et puis, vous essayez de vous regrouper pour former un consortium en essayant de trouver un chef de file, c'est-à-dire quelqu'un qui va accepter de porter administrativement, et c'est pas rien, un projet de cet ordre. Et après, on essaye de concevoir un projet commun. Donc, c'est ce qu'on a fait donc, entre 2018-2019 et en 2020 quand l'appel à projet est sorti avec un organisme auquel nous sommes attachés, dont nous sommes membres, qui s'appelle EuroCities, qui est on va dire, un réseau d'acteurs de territoires métropolitains un peu partout en Europe. Et donc, EuroCities et la ville de Milan ont décidé de monter un consortium pour répondre au programme Food 2030 et à l'appel à projet Horizon. Et donc, il y a 11 territoires et structures, notamment de recherche, qui ont été associés au sein de ce partenariat. Et donc, vous avez la carte, hein, je ne vais pas le détailler. Vas-y, tu peux passer. Et donc, le principe, en fait, ça a été de se dire, ce qui nous réunit, c'est de voir comment on peut mettre en place un système alimentaire local, durable, à l'échelle d'une métropole, d'une ville, d'une métropole ou de son bassin de vie. En ce qui nous concerne, on est parti dans la logique plutôt du bassin de vie, avec, dans l'idée du programme européen, qui était de construire des systèmes qui soient co-élaborés avec les habitants des territoires et les acteurs socioprofessionnels aussi des territoires, pas seulement les habitants, mais aussi les acteurs socioprofessionnels des territoires avec une dimension économique à prendre en compte. Donc, le principe qu'a retenu le projet Food Trail, c'est de construire ce que les Européens appellent des living labs et que en français on appelle des laboratoires vivants, ou en clair on peut appeler ça des ateliers aussi. C'est plus simple, mais l'Europe est très friande de novlangues et d'anglicismes de tous ordres. Donc il y a des fois pour sacrifier à la mode, on invente des nouveaux mots, mais en fait on recycle aussi quand même un certain nombre de démarches dans ces cadres-là. Donc, le premier principe, c'était de mettre en place des laboratoires vivants qui étaient en fait des logiques de composition de groupes d'acteurs, à la fois citoyens et acteurs socioprofessionnels, pour déterminer les perspectives de systèmes alimentaires durables. Donc, ça rejoint un peu le principe de ce que Marketa décrivait tout à l'heure, avec une base quand même qui est aussi une base d'analyse et diagnostic du territoire, et après la constitution de groupes de travail où on met les gens autour de la table pour qu'ils construisent ensemble le système alimentaire qu'ils désirent en fait. Donc, c'est le principe des laboratoires vivants. Vas-y. Et en plus, donc au croisement, on va dire, de ces laboratoires vivants, le principe, c'est de les associer à des thématiques et à ce qu'on a appelé des actions pilotes. Donc, il y en avait 31 pour 11 territoires. Vas-y. Et donc, quand on regarde les actions pilotes, je ne vais pas toutes vous les détailler, ne vous inquiétez pas. Juste pour dire, les actions pilotes qui étaient conduites par Grenoble-Alpes Métropole, euh, à l'appui desquelles on a utilisé ces fameux Living Labs, c'était d'une part de construire en fait un accompagnement au changement vers des pratiques alimentaires durables, à travers ce qu'on a mis en place depuis 5 ans, du coup, dans la métropole et au-delà, dans le projet alimentaire interterritorial dans lequel nous sommes membres, ce qui était donc accompagner les habitants à faire évoluer à la fois leurs pratiques d'approvisionnement,
pour aller vers un approvisionnement plutôt bio, plutôt local, mais aussi leur pratique de régime alimentaire, puisque dans le projet alimentaire interterritorial, on souhaite aller vers une consommation réduite de viande, mais au profit d'une viande de meilleure qualité et idéalement bio et locale, mais aussi de végétalisation globalement de l'assiette des habitants, mais également l'idée de limiter les questions de déchets alimentaires, d'avoir une approche plus circulaire dans le système alimentaire. Donc, on a mis en place un mois de la transition alimentaire. Je vous mettrai le lien, là, on est en plein dedans en ce moment. Donc, je vous mettrai le lien dans le chat. Et on a le deuxième atelier Living Lab, c'est sur la question de la restauration collective. Puisque c'est un sujet qui est important et qu'on estime être un levier, en fait, où la commande publique peut faire évoluer la constitution de filières territoriales sur le territoire. Donc, c'était le deuxième levier. Le deuxième système, c'était donc la restauration collective durable. Et en dernier lieu, la création d'un conseil interterritorial de l'alimentation, euh, parce que dans le travail que nous conduisons et dans l'historique de notre projet alimentaire interterritorial, on a eu plusieurs tentatives, des fois plutôt réussies, des fois beaucoup moins, d'associations de la société civile aux réflexions et à la vie du PAIT. On n'est pas sorti d'affaire, le système qu'on a aujourd'hui, il n'est pas encore satisfaisant. Mais on y travaille à le faire évoluer. Et je pense que le guide que Marketa a présenté tout à l'heure, ben, je pense qu'on va s'y pencher avec beaucoup d'attention dessus parce que euh, pour moi, il n'y a pas de solution aujourd'hui qui est réellement opérationnelle dans ce qu'on a pu mettre en place. Donc, on continue à travailler sur le sujet. Mais ça fait partie vraiment des choses qui sont importantes et qui ont été un de nos champs de travail qui nous a pas mal préoccupés, et surtout ces dernières semaines, parce que on va avoir un prochain conseil de l'alimentation le 19 décembre. Et la question, c'est comment on associe les gens, comment on fait en sorte que ce soit vivant et que ce soit vraiment une force de proposition, mais j'y reviendrai. Vas-y. Donc, tu peux passer, ça c'est juste pour dire qu'on est très beau sur la photo. Euh, Et puis la finalité aussi, au-delà des trois systèmes que je vous ai présentés avec Food Trail, c'était de construire réellement des politiques alimentaires. On est sur des systèmes qui sont pilotés essentiellement par des collectivités. Donc, la question de la construction d'une politique alimentaire, et c'est bien ce qu'on voit aussi derrière la construction des PAT aujourd'hui, où s'affrontent parfois des choses plus associatives, plus, euh, on va dire, citoyennes, où on est dans des logiques de démarche qui se confrontent parfois des portages de collectivités où on est dans des logiques de politique. Et il faut trouver la juste adéquation entre les deux. C'est pas toujours simple. Mais le but de Footrail, c'était de permettre justement à chaque territoire de construire une politique alimentaire dans la durée du programme. C'est ce qu'on a réussi. Alors, pour avoir fait beaucoup de programmes européens, c'est pas toujours qu'on a réussi à atteindre les objectifs qu'on s'était donnés au début du programme, mais là, pour le coup, l'ensemble quasiment des territoires impliqués a réussi à mettre en place sa propre politique. Ce que nous avons fait à Grenoble-Alpes Métropole, donc elle a été délibérée au mois de mars dernier, la nouvelle stratégie agricole alimentaire de la métropole. Et en fait, on avait c'est notre troisième génération de stratégie agricole alimentaire, mais on était jusque à la dernière et l'avant-dernière plutôt dans des logiques de stratégie agricole. Et là, on essaye d'évoluer vers des logiques de stratégie agricole alimentaire. C'est pas du tout la même chose parce que c'est pas les mêmes acteurs, c'est pas les mêmes enjeux. Les principes de circularité sont bien plus importants et puis surtout, ça vient percuter euh, des attendus et des espérances et des enjeux
de groupes socio-professionnels notamment, qui n'ont pas forcément les mêmes intérêts, pas forcément les mêmes volontés. Donc, le principe de mettre tout le monde autour de la table pour construire ensemble une politique, ben, c'est bien, mais ça suffit pas. Parce que en clair, c'est comment, quand on est, surtout nous, on est vraiment dans un projet alimentaire interterritorial où il y a 9 territoires. Il y a la ville de Grenoble, la métropole, des territoires, on va dire périurbains à 100 000 habitants, des parcs naturels régionaux et des petites communautés de communes à 10 000 habitants, très rurales, qui n'ont pas du tout les mêmes préoccupations et même les mêmes représentations des choses. Donc, pour mettre tout ce beau monde d'accord avec, en plus, ce qu'on a essayé de faire, c'est d'impliquer la Chambre d'agriculture, mais également des représentants de la société civile, ben, mettre tout ce monde d'accord et avoir un beau consensus, ben, on y arrive difficilement. Essayer d'avoir un compromis qui soit le plus efficace possible, c'est déjà pas mal et c'est déjà pas si simple. Vas-y. Donc, une fois que ça, c'est juste pour clore le principe du programme, je vais vous parler plutôt de ce que j'en retire. Donc, dans le principe du programme Food Trail, on avait aussi une espèce de système de co-coaching entre territoires où on s'aidait parce qu'il y avait des territoires plus avancés sur certains sujets, d'autres moins. Donc, ça, c'était super intéressant. Et notamment, nous, on a été accompagnés sur la gestion des marchés publics dans les restaurations collectives par Copenhague, qui ont beaucoup bossé là-dessus et qui sont très intéressants. Donc voilà, ça c'est un exemple. Mais on peut, on s'est beaucoup appuyé sur ce système-là. Vas-y. Et puis, la finalité aussi du programme, c'était de pouvoir essaimer. Et donc, au-delà des 11 territoires euh, qui composaient les partenaires du programme, il y a 26 villes européennes qui ont été enfin, les apprentis en cascade, je ne sais pas comment dire ça, c'est une mauvaise traduction de ma part, mais en clair, c'est des villes qui sont venues voir ce qui avait été fait et chercher à s'inspirer de ce qui avait été fait pour le reproduire chez eux. Vas-y. Et donc, pour partager en fait ce qui a été fait, on a produit un certain nombre de ressources. Donc là, je suis désolé, mais j'ai mis les présentations en anglais alors qu'en fait, ça a été traduit en français. Ce qui est un vrai sujet, hein, je veux dire, la question de la langue hein, dans ce type de programme. Moi, j'ai connu des programmes européens où c'était la France qui était, et le français qui était la langue de travail en commun. Et ben, c'est plus le cas maintenant. Si vous parlez pas anglais, merci, au revoir. Donc, c'est pour les vieux comme moi, il y a des fois, c'est un peu compliqué, mais bon, on s'y fait. Donc voilà, ça fait partie des choses qui sont intéressantes et il y a notamment, enfin, je vous ai mis en bas le petit, enfin, le petit lien pour télécharger les publications. Donc voilà, il faut juste aller après sur l'onglet en français. Voilà. Tout n'est pas traduit, mais l'essentiel l'est. Vas-y, Zoé. Voilà. Donc, ben, en fait, les enseignements moi, que je tire de ça, c'est que ben, un programme européen, euh, c'est lourd, c'est complexe, mais en même temps, c'est un bras de levier extrêmement puissant dont on ne dispose pas avec d'autres sources de financement. Clairement, moi, je suis allé chercher ce programme européen parce que par défaut de financements nationaux. Enfin, on peut le dire clairement, les PAT, euh, la loi a été mise en place en 2014 et les financements des PAT, il y a eu des choses un peu timides dans le plan de relance. On voit aujourd'hui qu'il y a des tentatives, mais clairement, on n'a pas de ressources associées au PAT qui soient claires, pérennes
et efficace dans le temps. Donc, ben, après, on compose comme on peut. Euh, pour le fait d'aller chercher un programme européen, euh, il faut pas le prendre en considération que comme étant une source de financement, parce que c'est, de mon point de vue, le meilleur moyen de se planter. C'est-à-dire que dans l'esprit des programmes européens, un programme européen, c'est toujours quelque chose qui vous aide à faire, à condition que vous acceptiez d'aller un pas plus loin. Donc ça veut dire qu'il faut être prêt, quand vous vous engagez dans ce programme européen, à aller un pas plus loin. Et un pas plus loin, ça va dire un pas plus loin en termes de méthodologie, en termes d'objectifs, en termes d'évaluation, parce que s'il y a quelque chose qui est important dans les programmes européens et qui a malheureusement pas très bien toujours dans nos programmes nationaux ou régionaux, c'est cette question de l'évaluation. Et puis, il faut aussi accepter l'échange et la confrontation et accepter de donner pour recevoir. Euh, je dois offrir plaisir de recevoir, mais il y a des fois, recevoir, c'est pas évident non plus parce que ça veut dire qu'on accepte que d'autres font potentiellement mieux que ce que vous faites. Donc, en termes d'ego, il faut aussi accepter l'échange et c'est assez, pour moi, intéressant, enrichissant. Donc ça, c'est le contexte général du programme européen. Mais après, dans la façon d'utiliser, je pense qu'il y a un certain nombre de précautions à prendre. Et nous, on s'y est assez durement confrontés. C'est-à-dire que le programme européen a son propre langage. Quand je disais tout à l'heure les questions de Living Lab, machin, etc., quand vous parlez avec des élus ou des représentants socioprofessionnels qui sont pas du tout impliqués dans ces milieux-là, quand ils sont pas du tout, en fait, vous apparaissez très vite comme étant hors sol, déraciné, pas concret. Et puis, il y a un petit parfum aussi de relation urbain-rural, voilà, qui est pas toujours très, à mon avis, objectif, mais pour autant, enfin, il faut qu'on fasse avec. Donc, il y a aussi autour de ça, ça interroge quand même la position des acteurs, et notamment des élus, parce que enfin, comment dire, le côté je suis chez moi, je décide tout de suite, bah, il est un peu compliqué dans ces systèmes où en fait, je l'ai dit, on essaye de mettre autour de la table tout le monde. Mais sauf que tout le monde n'a pas les mêmes envies et que au final, quand les élus doivent arbitrer, eh ben, c'est très compliqué pour eux parce que ça peut remettre en cause ce que sont les attentes de leur propre mandat, de leur propre, on va dire, pour faire court, corps électoral. Et du coup, ça les amène parfois à aller un petit peu plus loin que ce qu'ils l'auraient souhaité. Et nous, on a été aussi confrontés à ces questions-là. Parce que dans le travail qu'on a fait, j'ai été très vite là-dessus, mais dans le travail que nous avons fait sur le Conseil interterritorial de l'alimentation, c'était aussi le Living Lab qui a accompagné la démarche prospective qu'on a faite au niveau du PAIT, qui est allé faire des préconisations sur le contenu de l'assiette en termes de pourcentage de végétalisation de l'assiette, qui dit des choses sur l'usage des pesticides qui sont quand même très restrictives, voilà. Et en fait, on a fait tout ce travail dans un groupe de 70 personnes à peu près, qu'on a accompagné par les diagnostics, par le travail en commun à un certain niveau de sensibilisation, de partage des enjeux. Et du coup, quand ce groupe a fait des propositions, de mon point de vue, elles étaient ambitieuses. Mais la vraie difficulté qu'on a eue, c'est quand les membres du groupe ont dû revenir vers leur territoire, vers leur conseil d'administration, qui n'avaient pas fait le cheminement que nous avions accompli ensemble de progression, etc. Et ben, ils se sont retrouvés vraiment en difficulté pour défendre
les positions qu'ils avaient eux-mêmes choisies, quoi. Donc ça a été particulièrement dur à affronter. Et je pense que là-dessus, je lirai avec attention ce qu'a présenté Marketa tout à l'heure. Mais pour moi, comment on arrive à faire progresser à la fois les groupes de réflexion, mais leur territoire d'origine, leur terroir d'origine, bah, pour moi, c'est une vraie question. Et donc, là-dessus, pour aller au-delà de tout ça, c'est en clair comment, à partir d'une réflexion qui est basée sur des échanges européens, etc., comment on capitalise localement, comment on va au-delà, comment on crante les choses, et donc aussi comment les gens s'approprient en fait ce travail-là. Et je reviens sur ce que je disais sur notre conseil interterritorial de l'alimentation, euh, où on a parfois eu le sentiment qu'on faisait en fait des grands-messes, euh, mais en même temps, pouvoir faire des choses avec, à intervalles plus réguliers, avec des groupes de travail plus réguliers, etc. On l'a tenté par exemple sur la restauration collective et ça marche moyen parce qu'on a du mal à mobiliser les gens sur la durée. Donc là, aujourd'hui, c'est justement un des enseignements qu'on a tiré de Food Trail et de nos amis bordelais qui étaient aussi dans le programme Food Trail et qui ont, eux, beaucoup travaillé justement sur cette question de la représentation. Peut-être qu'on fera des collèges à l'intérieur du Conseil interterritorial de l'alimentation. Peut-être que ça sera le Conseil interterritorial de l'alimentation qui va désigner les représentants de société civile au sein du comité de pilotage du PAIT, parce que, il y a aussi une question de légitimité hein, de la représentation de la société civile face à des élus qui ont la légitimité de l'élection. Du coup, enfin voilà, ça fait partie des questions qu'on se pose aujourd'hui, sur lesquelles on essaye de travailler, d'avancer. Mais voilà, on est encore on va dire, dans le domaine de l'expérimentation, work in progress, quoi, pour faire l'européen et parler anglais. Mais voilà, ça fait partie vraiment des choses sur lesquelles on tâtonne encore un peu. Je ne sais pas si vous aviez des questions. Bah, merci, Lilian pour, votre témoignage. Donc, si vous avez des questions, on peut prendre, 1 ou 2 questions. En tout cas, merci, hein, pour ce retour d'expérience. Ce que je vais faire, hein, en fait, je vais vous faire passer un lien, donc déjà vers le mois de la transition alimentaire, enfin la présentation du mois de la transition alimentaire sur le site internet du PAIT. Et puis, je vais vous mettre un lien vers le cloud de la métropole où je mettrai les délibérations. En fait, chacun des territoires a délibéré sur le travail de prospective que nous avons réalisé. Donc, je vous mettrai l'exemple de la délibération de Grenoble, enfin de la métropole de Grenoble, pardon. La ville a délibéré pareil, etc. On a par contre un des territoires qui a refusé de délibérer, hein, quand je vous dis le fait de franchir le pas, etc., ben, ça n'a pas été si simple que ça. Donc là, on voit, ça progresse. Il parle maintenant de éventuellement délibérer. Donc voilà, enfin, faut pas non plus forcer, violer les gens. Il y a des fois, ben, en clair, ils viennent de façon un peu plus progressive et peut-être que le temps d'assimilation n'est pas le même pour tout le monde. Voilà. Donc, faut jamais baisser les bras. Donc, je vais vous mettre ça et puis bah, la fameuse politique qui est celle de la métropole, mais qui sort de ce travail Food Trails. Je vous mettrai la délibération cadre métropolitaine qui date du mois de mars. Très bien. Merci, Lilian. On a un petit peu dépassé, Pardon, le ouais, je suis non mais, tellement bavard. non, non, je pense que c'est l'organisation, c'était un peu trop, ambitieux, en 1 heure et demie parce qu'il nous reste, une intervention.
de Clara Chanzy. Donc, j'ai rallongé la durée du webinaire de 30 minutes, donc on va essayer de tenir, encore maximum jusqu'à 11 heures. Pour ceux qui doivent partir, on peut vous libérer, mais voilà, pour ceux qui veulent rester, il reste une intervention. Donc je vais laisser, la parole à Clara. Merci. J'espère qu'on m'entend bien. Oui, très bien. Super. Du coup, merci beaucoup pour l'invitation. Effectivement, Clara Chanzy, je suis chargée de mission planification écologique au Pays Castelroussin-Val de l'Indre, et donc en charge du PAT sur 60% de mon temps de travail, d'où mon intervention ce matin. Je voudrais d'abord vous parler de mon territoire. Le Pays Castelroussin, il est situé dans le département de l'Indre, en région Centre-Val de Loire. Il regroupe 2 intercommunalités, pour un total de 26 communes, donc Châteauroux Métropole et la communauté de communes Val de l'Indre-Brenne pour les citer. Également 4 communes qui sont situées sur le parc naturel régional de la Brenne, donc un parc naturel, je le précise parce qu'eux-mêmes portent un projet alimentaire territorial. C'est un total de près de 86 000 habitants qui sont concernés par ce projet alimentaire. Tu peux passer. Avant de parler plus spécifiquement de notre conseil local de l'alimentation de proximité dont on m'a demandé de parler aujourd'hui, je voulais revenir sur l'historique de notre projet alimentaire territorial parce que ça a à voir avec la démocratie alimentaire. Au départ, le pays Castelroussin, il s'est emparé du sujet de l'alimentation pour une question d'échelle, on va dire. En fait, c'est les producteurs locaux du territoire, à peu près à cette échelle-là du pays, des 26 communes, se sont regroupés pour créer l'association des producteurs fermiers du pays Castelroussin. Donc ça, c'était en 2011 et le pays, le syndicat mixte s'est retrouvé tout de suite impliqué. La problématique a été tout de suite la question de la relocalisation de l'alimentation avec la question des bouchées pour les producteurs et la question de l'approvisionnement, notamment pour la restauration collective. C'est la porte d'entrée qui a été prise par les collectivités, notamment la restauration scolaire, qui est un point d'entrée assez simple, on va dire, pour les collectivités. Et donc, un groupe de travail sur l'approvisionnement de la restauration collective en local a été créé en 2012, qui regroupait donc cette fameuse association de producteurs, le Pays Castelroussin-Val de l'Indre, le Centre d'initiative pour valoriser l'agriculture et le milieu rural, le Comité départemental d'éducation pour la santé de l'Indre, le regroupement des agriculteurs bio de l'Indre, et donc un certain nombre d'acteurs déjà multi-échelle aussi, avec des acteurs qui sont impliqués à l'échelle départementale. Ce consortium d'acteurs, il a débouché à la mise en place d'un forum ayant pour but de réunir les producteurs locaux et les acteurs de la restauration scolaire au sens large à l'échelle du département. Donc, quand je dis au sens large, c'est impliquant même les parents d'élèves, par exemple. Une initiative à l'échelle départementale carrément. Qui était en fait à l'initiative du CPIE Brenne-Berry, donc c'est le Centre permanent d'initiative pour l'environnement. Il en existe en France, il y a un réseau, et donc nous, c'est notre antenne locale, on va dire, avec lequel on travaille énormément. Le CIVAM, même les CIVAM, puisque sur le département, on en a plusieurs. L'Union pour les ressources génétiques du centre, les producteurs biologiques, encore une fois, le parc naturel régional de la Brenne, avec qui on a beaucoup travaillé dès le départ, et donc le Pays Castelroussin. Donc ce forum, il a réuni une soixantaine de participants qui ont travaillé autour d'ateliers et de visites de terrain pour aboutir justement à des questionnements, des enjeux et donc des pistes d'action. Et donc, c'est notamment une des principales difficultés qui a été remontée pour la restauration collective, c'est sur l'approvisionnement local, c'était sur la question des commandes via les marchés publics notamment, et une question de quantité en fait. Les producteurs n'étaient pas toujours capables de fournir la quantité désirée par les restaurants scolaires notamment, mais la restauration collective. Et donc a été créée une association en fait, qui s'appelle Cagette et Fourchette et qui a ce rôle en fait logistique. Ah, excuse-moi si tu peux revenir à diapo d'avant.
Donc voilà, en 2017, Cagette et Fourchette, qui question logistique a permis de réduire, 60 produits pour approvisionner Clara, justement la restauration. juste Clara, Oui. désolée, on t'entend pas très bien, ça coupe un petit peu. Je sais pas si c'est ton micro ou la connexion internet. Et voilà. Eh bien, oui, je peux essayer d'y remédier. Je vais mettre des onglets, par exemple. Dites-moi si vraiment c'est Là déjà problématique. là déjà, j'ai l'impression C'est que déjà c'est mieux? oui, merci. Super. Et donc, voilà notre plateforme logistique qui permet de mettre bout à bout, en fait, les productions locales pour arriver à la quantité commandée par les restaurants. Et qui a d'ailleurs aussi une partie qui est dédiée aux particuliers. Hein, ils font de l'approvisionnement aussi pour les particuliers. Et c'est donc finalement en 2020 que le pays Castelroussin, avec le PNR de la Brenne, a lancé son diagnostic agriculture et alimentation pour candidater finalement chacun de leur côté. Donc le pays a candidaté à l'appel à projet pour la labellisation du PAT du niveau 1. Et donc voilà, on est labellisé niveau 1 en émergence depuis 2021. Et donc là, on est en train de préparer le niveau 2. Je te laisse passer à la diapo suivante. J'en profite du coup pour vous dire que en fait, on travaille aussi à l'échelle du département parce qu'on travaille énormément avec les autres PAT. On n'est pas organisé de façon départementale. Enfin, on n'a pas un PAT départemental, on a chacun le nôtre, mais les 6 territoires porteurs de PAT qui couvrent l'intégralité du département travaillent ensemble. Et d'ailleurs, on a lancé une étude stratégique pour la relocalisation de l'ensemble du système agroalimentaire. Donc, c'est le pays Castelroussin qui est l'entité coordinatrice. Mais voilà, c'est vraiment une coopération entre nos 6 territoires et donc sur la totalité des acteurs du système agroalimentaire du département. Il y aura évidemment dans cette étude un groupe de concertation composé de ces différents acteurs du territoire pour ajuster les constats du diagnostic, mais aussi créer des scénarios pour la relocalisation de notre alimentation. Tu peux passer la diapo. Donc, comme vous l'avez vu, le PAT Castelroussin, ça démarre à la base par une aventure vraiment collective qui réunit un certain nombre d'acteurs sur l'ensemble du système agroalimentaire. Et donc, c'est vraiment une démarche ascendante et relativement horizontale qu'il a néanmoins fallu structurer avec la labellisation projet alimentaire territorial. Donc, je te laisse passer à diapo. Notre gouvernance, elle est assez simple. On a un COPIL, somme toute, très classique, avec le pays et les collectivités qui le composent, évidemment. Donc, quand même 6 communes qui sont représentées par des élus qui se sont manifestés comme étant particulièrement intéressés sur ce sujet-là. La région, la DRAF, bien sûr. La direction départementale des territoires de l'Indre, c'est peut-être une spécificité locale, puisqu'on a la chance d'avoir une chargée de mission au sein de la DDT qui traite de ces sujets-là et qui coordonne notamment nos 6 PAT à l'échelle départementale. La chambre d'agriculture comme représentation de la production et des filières, et 2 associations quand même. Donc le CPIE dont je parlais tout à l'heure, avec qui on travaille beaucoup, et évidemment Cagette et Fourchette. Je te laisse passer la diapo. Et donc ensuite, on en vient à ce fameux conseil local de l'alimentation de proximité avec une 60aine d'acteurs, dont près de la moitié sont néanmoins des collectivités ou des services de l'État. On a quand même, quand je mets instance participative, en fait, il s'agit du conseil de développement Castelroussin, qui est aussi une compétence du pays et qui est très actif sur notre territoire. On a d'autres types d'acteurs, des établissements de santé, de formation, les chambres consulaires, des syndicats. Donc, on a l'UMI pour les métiers de bouche et les syndicats agricoles. Un groupement d'agriculteurs en particulier, puisqu'il regroupe un certain nombre de producteurs et qu'il est très actif sur le territoire avec des projets d'envergure. On a
un EHPAD, la MSA et aussi une conserverie sur le volet transformation, puisque c'était à ce moment-là assez rare sur le territoire pour mériter de l'inviter. Et enfin, 14 associations, ce qui est un nombre assez conséquent. C'est sur les thématiques de la précarité alimentaire, de la préservation de l'environnement et sur la question de la biodiversité. On a aussi une association plutôt d'habitants avec les familles rurales, les associations de consommateurs, de promotion, de valorisation de l'agriculture locale, etc. Donc tu peux passer la diapo. Ces CLAP, ils sont organisés par le Pays Castelroussin, plus ou moins à la demande du comité de pilotage. Et ce CLAP, il fait quasiment office de comité technique, en fait, puisque c'est lui qui est chargé d'abonder le plan d'action du projet alimentaire territorial. Donc en général, il est divisé en une phase de travail par groupe thématique sur un des 5 enjeux identifiés de notre PAT, j'y reviendrai plus tard. Et on leur distribue en fait la trame d'une fiche action pour que l'ensemble des acteurs présents puissent proposer des pistes d'action concrètes avec des partenaires techniques et financiers qui pourraient être mobilisés, la durée des actions, le calendrier carrément, l'échelle d'action, des indicateurs de suivi, etc. Et ensuite, il y a une phase de restitution en plénière pour présenter aux autres groupes le travail réalisé, le corriger, l'abonder au besoin. Et donc, à l'issue de ces réunions, c'est le chargé de mission PAT qui met en forme la fiche de manière numérique et qui les présente au comité de pilotage qui suit. Je te laisse passer la diapo. Donc les fiches actions, pour un moment, elles sont présentées sous cette forme-là et donc c'est en fait les fameuses cases qu'on voit qui sont les trames qui sont présentées au groupe de travail et donc les 5 enjeux identifiés à la suite du diagnostic, donc sur la coordination et l'animation du PAT, l'agriculture et les circuits courts, la structuration des filières, la restauration collective et la conformité à la loi Egalim et l'accès à une alimentation de qualité pour tous et toutes. Je te laisse passer. Et donc, je vais essayer de conclure assez rapidement. Donc, sur les 3 années d'existence, de labellisation de niveau 1 du PAT, on a organisé 2 CLAP. Donc, ça paraît pas beaucoup, mais le dernier, il a quand même réuni une quarantaine de participants et 3 fiches actions ont pu être créées ainsi. Il faut dire aussi que nous, en tout cas, on a une problématique sur notre PAT, c'est le turnover de la mission de chargée d'animation PAT. Il y en a eu 4 en 3 ans quand même. C'est quand même une instance qui permet d'impliquer l'ensemble des acteurs, mais les impliquer de façon durable et pérenne sur le système agroalimentaire dans son ensemble, c'est quand même un horizon très très large. Et c'est aussi parfois des structures représentées qui sont aussi victimes, entre guillemets, du turnover. Et donc, ça représente quand même une difficulté certaine, en tout cas au sein de notre territoire. Mais quand on parvient à les réunir, ces CLAP, c'est quand même des vrais espaces de dialogue pour nous qui participent très concrètement à la conception du plan d'action, à prioriser ces actions, qui s'inscrit en plus vraiment dans la gouvernance et qui permet d'exprimer les besoins concrets du territoire. Ce qu'on peut regretter néanmoins, et ça rejoint des remarques qui ont pu être faites dans le chat, c'est que c'est devenu une démarche un peu plus descendante quand même vis-à-vis de cette structuration en PAT, avec le pays qui est chef de file et initiateur, qui vraiment organise et entre guillemets convoque les acteurs. Alors qu'avant, c'était vraiment un ensemble de partenaires qui étaient autour de la table et vraiment dans une concertation très horizontale et vraiment il y avait un vrai consensus et une vraie démarche collective qui est moins le cas aujourd'hui. Voilà, on se réunit plus que dans le cadre de ces CLAP. Ce que je voulais aussi rajouter, c'est que déjà, il y a aussi la question du temps que j'ai pas évoqué. Le temps des élus au niveau du COPIL, c'est pas forcément le temps
des citoyens non plus. Même si ça les intéresse, c'est vrai que le PAT, ça reste un genre de politique publique et ils ont du mal à s'en saisir. C'est pourquoi on s'est tourné prioritairement vers le milieu associatif. Et donc justement, en ce moment, on mène une action quand même très importante sur 2 ans avec le CPIE encore sur le sujet de la précarité alimentaire. En fait, le CPIE, ils ont répondu l'année dernière à l'appel à projet Mieux manger pour tous. Et donc, on cofinance et on coporte ce projet au titre du projet alimentaire territorial qui nous permet de travailler quand même concrètement avec les associations et les structures du secteur de la solidarité, mais aussi leurs usagers, leurs bénéficiaires, leurs bénévoles. Et donc, dès le départ, c'est un projet qui a été co-construit avec eux pour être au plus proche de leurs besoins, avec d'abord quand même une phase de sensibilisation un petit peu descendante sur les enjeux du système agroalimentaire avec les fresques. Puis l'organisation d'ateliers pratiques en fonction des besoins et en mixant les publics du mieux qu'on pouvait. Et enfin, une phase d'expérimentation de la sécurité sociale alimentaire ou quelque chose qui s'y apparente, ça serait notre souhait en fonction de ce qui est exprimé. Donc là, on arrive sur la 2e année de ce projet et donc on essaye justement de coordonner ce jeu d'acteurs pour créer cette expérimentation. Donc c'est cette action quand même qui nous permet de renouer avec des démarches beaucoup plus ascendantes, beaucoup plus horizontales, même si quelque part c'est nous qui avons proposé l'idée, si on peut le dire comme ça. Mais ça nous permet aussi de revoir nos manières de travailler en veillant vraiment, à partir de la réalité de terrain, ce qui semble essentiel quand on veut intégrer, la question de la justice sociale et de la démocratie alimentaire au sein de nos projets alimentaires territoriaux. Et donc j'en resterai là et je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Merci Clara pour cette présentation. Donc, si vous avez des questions ou des remarques, n'hésitez pas à les poser. Donc juste en conclusion, j'avais préparé une petite slide de conclusion, donc je vais la dire, très rapidement. On a pu voir que, le concept de démocratie alimentaire au sein des PAT, ça peut permettre d'offrir une gouvernance, plus transparente et inclusive, que ça débouche aussi sur des nouvelles collaborations entre tous les acteurs, du système alimentaire et que, les PAT, offrent des espaces, de coopération, territoriale et selon aussi, les retours de terrain, permet aussi de construire des systèmes alimentaires, plus durables. Mais on a pu aussi voir grâce à tous ces retours d'expérience que, il y a une différence entre la théorie pratique et que, c'est pas forcément toujours évident, de concilier, les avis, de tout le monde. Et juste pour aller plus loin, je vous ai aussi mis quelques ressources, que je vous conseille aussi d'aller consulter, notamment l'étude, menée par Terres en Ville sur, la démocratie alimentaire avec des fiches actions. Le programme aussi de Tétra Livre blanc, qui est un les qui, sont les principaux enseignements, issus d'un groupe d'échange sur, la démocratie alimentaire et aussi un article de la chaire UNESCO Alimentation du Monde qui, eux, parlent de démocratie alimentaire, en faisant le lien vers, le concept de sécurité, la sécurité sociale de l'alimentation. Donc voilà, je vous remercie et en tout cas, n'hésitez pas, à, prendre contact aussi directement avec les intervenants si vous avez d'autres questions à leur poser parce que c'est vrai que, c'était assez juste, 4 interventions en 1 heure et demie donc on s'excuse, pour le fait qu'on n'ait pas pu laisser beaucoup de temps, pour les interactions, les échanges donc n'hésitez pas après à revenir, vers les intervenants. On vous transmettra toutes les ressources, et on fera aussi un compte rendu, sur toutes les interventions. Voilà. Bah, merci à vous et je vous souhaite, une bonne journée. Donc là, à 11 heures, on a un autre webinaire qui commence, sur, les filières, économiques dans les PAT. Merci beaucoup. Merci Zoé. Merci. Merci pour l'animation. Bonne fin de journée. Au revoir. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir. Et pensez bien juste à couper vos micros, pendant, les présentations
pour éviter les sons perturbateurs. Donc bonjour à tous.